Bonjour à tous, bienvenue au cours d'introduction à la traduction assistée par ordinateur. Je m'appelle Cristina Varga et je suis votre enseignante pendant les sessions de travail avec les différents outils de traduction assistée par ordinateur. Comme vous pouvez entendre, je ne suis pas parlant natif de français, alors je vous prie d'avoir beaucoup de patience avec moi. Et je vous invite de commencer le premier cours introductif de traduction assistée par ordinateur. Ok, je vais partager mon écran. Voilà. Comme je vous ai dit déjà, on va commencer par une présentation générale du cours. L'organisation de ce cours a en premier lieu comme objectif didactique la maîtrise des concepts de base de la traduction assistée par ordinateur, aussi la maîtrise de plusieurs logiciels de Tao comme WordFast Pro, Trados et MemoQ. Ce sont les plus importants logiciels utilisés par les professionnels de la traduction. C'est pour cela que nous avons fait cette sélection de logiciels. Un autre objectif didactique, c'est d'utiliser les mémoires de traduction et les glossaires. Je me permets de vous attirer l'attention sur les abréviations. TAO, MT, GL, ce sont des abréviations courantes dans le milieu de la traduction professionnelle. Je vous prie de les noter et de ne pas oublier ce qu'elles signifient. La durée de ce cours sera de 2 sessions de travail, le 18 mars et le 25 mars. Chaque session de travail consiste en 5 heures d'activités théoriques et pratiques. Les 2 sessions se termineront par une évaluation, une épreuve pratique de 2 heures. Le 25 mars à 13 heures, nous allons commencer l'épreuve pratique en distanciel. Les exercices d'évaluation consisteront d'exercices de traduction à l'aide des outils de traduction assistés par ordinateur que nous avons présentés. Cela veut dire WordFast Pro, Trados et MemoQ. Il n'y aura pas d'épreuve théorique. Ce qui est le plus important pour les traducteurs professionnels est de bien gérer les étapes de travail avec les outils de traduction assistés par ordinateur. Aujourd'hui, il n'y a presque pas d'autres modalités de travailler. Tous les traducteurs doivent connaître au moins 1 ou 2 outils de traduction assistés par ordinateur. Il y a très peu d'agences de traduction et des employeurs qui travaillent à l'ancienne. C'est pour cela qu'il faut avoir des compétences en informatique pour traducteurs. Revenons à l'évaluation continue. Si vous êtes en impossibilité d'être présent à l'évaluation, cette situation doit être signalée au moins 5 jours avant l'évaluation pour trouver une solution. En cas de problème technique, le jour de l'évaluation, il faut informer de ce problème technique et bien sûr, on va trouver aussi une solution. Il faut prévoir tout. Jusqu'à présent, on n'a pas eu des problèmes de connexion ou des problèmes techniques, mais cela peut toujours arriver. Et en cette situation, je vous prie de m'informer et on va trouver une solution pour tous les problèmes. Pour continuer, la thématique du cours d'introduction à la traduction assistée par ordinateur, pendant la première session, je vous propose un premier cours d'introduction à la Tao, notion de base. Après,
on va faire une présentation d'un premier logiciel, WordFast Pro, la version numéro 5. Et pour la deuxième session de travail de l'après-midi, à partir d'1 heure, sera réalisée une autre présentation d'un logiciel qui s'appelle S2L Trado Studio, qui est le leader du marché dans le domaine de la traduction assistée par ordinateur. Ces logiciels, tous, sont des logiciels de bureau. Il faut installer sur vos ordinateurs ces logiciels. Je vais vous envoyer pour chacun de ces logiciels le lien de téléchargement. Et après, c'est à vous de les installer. Petite parenthèse, si vous avez des ordinateurs Macintosh, en général, on a assez de problèmes de travailler avec les outils de traduction assistée par ordinateur. WordFast Pro a une version pour les Macintosh. Les autres outils de Tao fonctionnent sous Windows. Bien sûr, les possesseurs de Macintosh savent déjà qu'il y a une possibilité d'installer une machine virtuelle qui peut faire fonctionner Windows. Et vous pouvez utiliser en tout cas les outils de Tao qui fonctionnent sous Windows si vous installez cette machine virtuelle sur le Macintosh. Aussi, bien sûr, si vous pouvez travailler sur un PC, ça sera beaucoup plus simple. Mais bon, chacun d'entre vous doit trouver une solution. Ok, c'était seulement une parenthèse technique pour que tout le monde sache comment gérer cette situation. Si vous avez un PC, il n'y a pas de problème, tous les outils de Tao fonctionnent pour les ordinateurs sous Windows. Si vous avez un Macintosh, WordFast Pro a une version Macintosh, mais les autres logiciels n'en ont pas une version Macintosh, alors il faut installer les logiciels nécessaires pour faire fonctionner des logiciels qui fonctionnent sous Windows. C'est une solution possible, ça existe, mais c'est un aspect technique que les traducteurs doivent résoudre, chacun sur son ordinateur. Bien sûr, nous aurons aussi, sauf les présentations théoriques, je vais vous faire une démonstration pour que tout le monde puisse voir non seulement des captures d'écran et des explications théoriques, mais aussi comment le travail avec ces logiciels se déroule de manière pratique. Après chaque partie théorique, je vais vous faire une petite démonstration et de cette manière, chacun peut suivre chez soi les exercices. Aussi, vous allez recevoir des textes à traduire. Je vous propose des textes en anglais, en espagnol et en allemand. S'il y a des personnes qui ont d'autres langues de travail, par exemple l'italien ou une autre langue, je vous prie de me le faire savoir et je vais vous envoyer aussi, pardon, je vais aussi vous préparer des textes pour d'autres langues de travail s'il est besoin. Pendant la deuxième session, nous allons travailler avec un autre logiciel de traduction assistée par ordinateur qui s'appelle MemoQ. Il est le deuxième juste après S2L Trados sur le marché du travail. Ce sont des logiciels très connus et très recherchés dans le milieu professionnel. C'est pour cela que je vous propose ces présentations. La deuxième session, qui comporte aussi l'épreuve pratique et d'évaluation, sera repartie en deux. Session du matin, on va faire la présentation théorique du logiciel MemoQ. Vous aurez aussi une partie d'exercice pratique. Et après, pour l'après-midi à 13h, on va commencer l'évaluation en ligne, en distanciel. Vous aurez 3 exercices, traduction,
un exercice pour chacun des logiciels et c'est tout simplement ça. Il faut suivre toutes les instructions que je vais vous présenter et il faut passer par toutes les étapes de travail avec les outils de Tao. Vous allez voir, il y a des étapes vraiment très spécifiques qu'il faut suivre. Maintenant, si vous êtes d'accord, on va passer au concept de base de la traduction assistée par ordinateur et on va commencer par la définition de la traduction assistée par ordinateur. Petite parenthèse, TAO, c'est l'abréviation dans les langues romanes. Vous allez voir, en espagnol, c'est la même abréviation. Traducción asistida por ordenador. Mais en anglais, vous allez voir que l'abréviation est différente. On parle de CAT. C-A-T, cela veut dire Computer Assisted Translation. Je vous mentionne l'abréviation pour la savoir parce qu'en général, dans la bibliographie de spécialité, on trouve beaucoup cette abréviation et il y a beaucoup de bibliographies et de littérature spécialisée en anglais sur ce sujet. Revenons aux définitions. Il y a une toute première définition qui est prise dans une acception plus large, définit les outils de traduction assistée par ordinateur comme tout outil informatique facilitant le travail du traducteur. Pour comprendre mieux cette définition qui est vraiment très générale, il faut penser que cette définition était adaptée aux années 90 quand les outils de traduction assistée par ordinateur ont commencé à se développer. À l'époque, n'importe quel logiciel informatique qui aidait le traducteur était considéré comme un outil de traduction assistée par ordinateur. Aujourd'hui, bien sûr, on a une acception beaucoup plus ciblée, beaucoup plus précise. Et bien sûr, il y a des outils qu'aujourd'hui, on ne considère pas comme des outils de traduction assistée par ordinateur. Imaginez-vous qu'aux années 90, Microsoft Word était considéré comme un outil de traduction assistée par ordinateur, ce qui aujourd'hui n'est pas valable, bien sûr. Dans une acception plus moderne, plus orientée vers le processus de traduction, la Tao envisage les outils à mémoire de traduction. Cela veut dire que pour pouvoir considérer un outil, un logiciel comme étant un outil de Tao, il faut que ce logiciel dispose d'une mémoire de traduction. On va voir ce que mémoire de traduction signifie. Un autre concept très important et une distinction très importante à faire par les professionnels est la distinction entre la traduction assistée par ordinateur et la traduction automatique. La traduction assistée par ordinateur met en évidence et en premier plan le traducteur. L'ordinateur passe dans un deuxième plan les outils informatiques qui assistent la traduction, aident le traducteur, mais la traduction est réalisée par un humain. Et le résultat est la traduction. À l'aide de ces outils informatiques, le traducteur travaille plus vite. Son travail est plus efficace. Pendant que la traduction automatique est une traduction réalisée complètement par l'ordinateur sans intervention humaine. C'est seulement l'ordinateur et la traduction. Alors faites toujours la distinction. Je vais vous mentionner aussi l'équivalent terminologique en anglais parce que pour la traduction automatique, c'est Machine Translation. Et vous pouvez trouver aussi beaucoup de littérature sur ce sujet, en anglais, en français aussi, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup à présent.
qu'est-ce que c'est un outil de Tao? En général, un outil de Tao, c'est un instrument informatique. On parle d'un logiciel, d'une plateforme en ligne, d'une application en nuage qui dispose d'une mémoire de traduction pour enregistrer les unités de traduction traduites par le traducteur et qui dispose aussi d'un ou de plusieurs glossaires ou dictionnaires qui permettent au traducteur de gérer la terminologie. Vous pouvez voir déjà que la définition est bien plus professionnelle, bien plus ciblée. À partir de cette définition, on peut voir quelques éléments et à différence de la traduction automatique, les outils de Tao présentent quelques éléments caractéristiques qu'il ne faut pas perdre de vue. Les outils de Tao ne traduisent pas, à différence de ceux qu'on connaît déjà, Google Translate, DeepL, Reverso et plein d'autres moteurs de traduction automatique. Les outils de Tao ne traduisent pas, ils assistent le traducteur humain. Cela veut dire qu'il faut traduire, mais que si on continue à traduire, on peut, à partir des mémoires de traduction, où on enregistre nos traductions, on peut récupérer toutes les unités de traduction qui ont été déjà traduites et étant donné le fait que ces traductions ont été réalisées par un traducteur professionnel, on suppose que ces traductions sont très correctes. S'il y a des récurrences terminologiques dans un texte, s'il y a des unités de traduction qui se répètent, une fois une unité de traduction traduite, elle sera reconnue automatiquement et proposée comme traduction pour une nouvelle unité de traduction. C'est une modalité de rendre plus efficace le travail du traducteur professionnel, mais sans perdre de vue la qualité de la traduction. Cela veut dire que pendant son travail, le traducteur entraîne les outils de Tao qui enregistrent tout son travail dans les mémoires de traduction et dans les glossaires. Et après, les outils de Tao reflètent les compétences du traducteur. Cela veut dire que si vous faites attention quand vous travaillez avec les outils de Tao, vous allez avoir des traductions de très bonne qualité. Si un traducteur médiocre travaille avec les outils de Tao, il ne fait pas beaucoup d'attention à ce qu'il traduit, les traductions seront médiocres, tout simplement ça. Ok. N'oubliez pas, j'ai mentionné quelques termes, mémoire de traduction, glossaire, des dictionnaires. Ce sont des éléments que nous allons rencontrer pendant la partie théorique et la partie pratique du travail avec les outils de Tao pendant ce cours. Comment fonctionne un outil de Tao? Je vais vous expliquer le mécanisme. Il faut comprendre que tous les outils de Tao fonctionnent plus ou moins de la même manière. Ils sont programmés différemment, c'est clair. Ils ont des interfaces graphiques différentes. Les fonctions, les commandes, les différentes fenêtres de dialogue qui apparaissent dans un logiciel sont forcément différentes, mais la modalité de fonctionner de tous ces outils est la même. Et je vais vous expliquer un peu plus tard comment adapter les modalités de travail du traducteur de telle manière qu'on puisse travailler avec tous les outils de Tao. Tout d'abord, la modalité de fonctionnement de base d'un outil de Tao. Imaginez-vous, je vous ai dit déjà que c'est un outil qui apprend, entre guillemets, bien sûr. Chaque fois que le traducteur traduit une unité de traduction, le logiciel enregistre ces traductions dans une mémoire. C'est une mémoire de traduction. Les unités de traduction source et les unités de traduction cible sont enregistrées.
Alors, il faut vous imaginer ces mémoires de traduction comme des bases de données très développées où on a toute une collection des unités de traduction sources et leur équivalent cible qui sont vraiment enregistrés et après reconnus dans un autre texte. À partir des segments contenus traduits déjà, le traducteur peut identifier les termes spécialisés et les ajouter dans un glossaire personnel. Ce qui lui fera gagner beaucoup de temps par la suite parce que probablement vous avez traduit déjà et on a des situations où on rencontre le même terme plusieurs fois et on oublie quel est son équivalent dans la langue étrangère. Alors, chaque fois que vous trouvez un terme que vous avez déjà ajouté dans le glossaire, il sera affiché en clair sur l'écran avec son équivalent. Si le texte contient beaucoup de terminologie, la terminologie est assez difficile à gérer par le traducteur qui utilise sa mémoire, mais avec une mémoire de traduction, ça sera beaucoup plus facile à gérer. Le logiciel utilise les unités de traduction répétitives qui ont été déjà traduites par le traducteur pour suggérer des traductions complètes ou partielles. Les traductions complètes, cela veut dire que si le pourcentage de ressemblance entre deux unités de traduction est de 100%, cette unité de traduction qui a été déjà validée par le traducteur dans une traduction antérieure est considérée comme correcte et sera appliquée directement dans la traduction. Si le logiciel de traduction assistée constate une ressemblance partielle, disons 85%, 95%, c'est déjà un niveau de ressemblance assez bon. Il affiche une notification au traducteur et le traducteur peut utiliser, s'il considère correcte cette unité de traduction, il peut l'utiliser et peut l'adapter. Petit commentaire, il faut faire attention avec les niveaux de reconnaissance partielle. Un niveau de reconnaissance assez bon, c'est 95% par exemple. Mais même pour les unités de traduction qui sont presque identiques, il faut faire attention. Lisez toujours les unités de traduction parce que même pour les degrés de ressemblance de 99%, ce qui est presque identique, il peut avoir des problèmes. Pensez que si nous avons déjà traduit une phrase négative et dans notre texte, cette phrase est reconnue, mais la distinction, c'est seulement la phrase est positive au lieu d'être négative. Vous pouvez vous imaginer qu'on peut perdre de vue cette négation. Alors, si vous ne faites pas attention, même pour les phrases qui se ressemblent beaucoup, on peut avoir des erreurs graves au niveau du sens dans une traduction si on ne fait pas attention. Gérer avec beaucoup d'attention les ressemblances partielles parce que c'est un problème très très sérieux. Par exemple, si on a des phrases, une femme lit un roman, la femme lit un livre, la femme lit une revue. Ce sont des éléments qui sont constantes. Il y a aussi des petites différences. Dans cette situation, si le logiciel retrouve dans la mémoire de traduction une traduction déjà faite, on va avoir une notification sur l'écran. Voilà, vous avez traduit déjà une phrase qui se ressemble beaucoup. Et c'est à nous de décider si on utilise la phrase qui est déjà dans la mémoire de traduction
et on l'adapte, ou si on préfère de traduire toute la phrase de nouveau. Ça dépend du traducteur et c'est sa décision. C'est pour cela que le traducteur répond de la gestion de ces unités de traduction partielles. C'est pour cela que je vous ai attiré l'attention sur ce fait. J'ai utilisé déjà pendant la présentation quelques termes. Unité de traduction, par exemple, avec l'abréviation UT. En anglais, c'est TU, Translation Unit. C'est un élément que vous trouverez toujours dans la bibliographie de spécialité, mais aussi dans les messages avec les agences de traduction, avec les autres traducteurs. C'est une abréviation très courante. Qu'est-ce que c'est une unité de traduction? C'est une unité de sens résultée de la segmentation d'un texte à traduire par un outil de Tao. Et je vais vous expliquer. Quand on commence un projet de traduction, on a un texte à traduire. Ce texte, pour pouvoir être traduit à l'aide d'un outil de Tao, doit être coupé en petits morceaux. Et ces petits segments sont les unités de traduction. On considère que ce sont des unités de sens, mais elles sont coupées d'habitude à partir de la ponctuation du texte, à partir des signes de ponctuation, et il y a des fois quand la segmentation du texte n'est pas correcte. Il y a des logiciels qui nous permettent de modifier et de gérer la segmentation manuellement, mais il y a des fois quand cela n'est pas possible. Alors, il faut nous adapter. En tout cas, n'oubliez pas que c'est un outil qui ne comprend pas le texte qui fait la segmentation, et c'est à cause de ça qu'on peut observer des erreurs. En général, les textes sont correctement segmentés, mais des erreurs, on peut rencontrer toujours si le texte est plus complexe ou si la mise en page est particulière. Une unité de traduction peut être formée par un seul mot, par un syntagme, par une phrase. Un titre peut constituer une unité de traduction et un paragraphe aussi. En général, un mot ou un syntagme peut être, s'il s'agit d'un titre qui est formé par un mot, cette unité de traduction est valide. Il y a d'autres situations où, si on observe une unité de traduction formée par un seul mot, il y a des situations où cette unité de traduction n'est pas correctement segmentée. Les unités de traduction forment les mémoires de traduction et les mémoires de traduction travaillent toujours conjointement avec les glossaires. Les mémoires de traduction, j'ai expliqué déjà, enregistrent toute l'activité traductive du traducteur professionnel et consistent dans des bases de données très développées qui sont après utilisées pour la traduction plus rapide des unités de traduction reconnues dans les textes. Par exemple, dans le langage juridique, vous avez beaucoup de répétitions. Vous avez une phraséologie figée. Pour la traduction juridique, en cette situation, il y a des textes qui se traduisent très vite parce que le traducteur a traduit déjà un certain type de document et la phraséologie est reconnue par la mémoire de traduction. Alors, on peut travailler vraiment très vite et on apprécie qu'on peut réduire notre temps de travail à 50% de la vitesse habituelle d'un traducteur professionnel. Bien sûr, il ne faut pas enregistrer seulement dans la mémoire, il faut ajouter la terminologie. Et ici, on fait une petite distinction aussi. Le contenu de la mémoire de traduction est formé par les unités de traduction. Le contenu du glossaire est formé par des termes.
Les termes peuvent être rencontrés dans les unités de traduction, mais ils ne forment pas une unité de traduction entière. Ce sont des petits fragments, quelques mots. Quelle est la distinction entre les deux? La mémoire de traduction a comme élément caractéristique le fait qu'elle est indispensable pour un projet de traduction assisté par ordinateur. Il n'y a pas de projet de traduction qui utilise un outil de Tao sans une mémoire. La mémoire de traduction est formée par des unités de traduction et c'est un fichier qui a un format assez complexe, qui peuvent être un format TXT, mais aussi XML, TMX, SDLTM. Je vous attire l'attention sur les deux derniers formats. TMX, c'est le format des mémoires de traduction compatibles avec tous les logiciels de Tao. Si vous travaillez par exemple avec SDL Trados, qui a comme extension spécifique SDLTM, c'est l'extension d'une mémoire de traduction de Trados. Ce format est spécifique à Trados. Vous ne pouvez pas travailler avec une mémoire qui a ce format avec un autre logiciel. Mais vous pouvez exporter ce fichier dans un format compatible. SDL Trados vous permet d'exporter une mémoire de traduction en format TMX pour utiliser cette mémoire avec un autre outil de Tao. L'utilisation des mémoires de traduction réduit substantiellement l'effort du traducteur. Tout avec les mémoires de traduction, on utilise aussi les glossaires. La terminologie des différents outils de Tao fait référence au glossaire, dictionnaire ou terminologie. Vous allez rencontrer ces trois termes pour désigner les glossaires dans les outils de Tao. Les glossaires existent. Les glossaires ne sont pas si indispensables que les mémoires de traduction. Il y a des projets de traduction sans glossaire. Cela dépend beaucoup de la modalité de travail du traducteur et aussi du client ou de l'agence de traduction qui travaille avec le traducteur. Il y a plusieurs contextes de travail professionnel, mais les glossaires ne sont pas imprescindibles. Les glossaires contiennent des termes qui peuvent être monolexicaux et plurilexicaux, mais jamais des unités de traduction. Le format de fichier est en général très simple, c'est seulement le format TXT. Il y a aussi d'autres logiciels, Trados par exemple, qui peut avoir d'autres formats spécifiques, mais en général, on peut avoir ce format pour les glossaires. Un glossaire est utile, mais en fonction comme tous les dictionnaires électroniques, cela veut dire qu'il faut ajouter les termes, ajouter les équivalents terminologiques et après, bien sûr, si on a bien travaillé, on a ajouté beaucoup de termes, ils sont efficaces. Mais tout au début, quand on commence à travailler avec les outils de Tao, il faut beaucoup travailler pour arriver à avoir des glossaires assez développés et aussi des mémoires de traduction assez développées. Quand vous allez installer Trados, WordFast, MemoQ, le contenu sera zéro parce que nous n'avons rien travaillé avec les logiciels. Mais après, si vous les utilisez, vous allez voir que les unités répétitives seront très bien reconnues et traduites. Peut-être il est intéressant pour les traducteurs de connaître un peu l'évolution des outils de Tao. Cela nous permet en général de savoir comment on est arrivé à avoir des outils si développés. Parce que bien sûr, le développement des outils de Tao a une assez longue histoire. La traduction
assisté par ordinateur commence en 1933, quand en Russie, on a un inventeur qui crée une machine qui peut sélectionner et écrire des mots qu'elle traduit d'une langue à l'autre. Cette machine, qui a été créée par Piotr Trojansky, un inventeur russe, est considérée comme le premier outil de Tao. Ce n'est pas un outil digital, numérique, pardon. Digital, c'est une interférence de l'anglais, pardon. Ce n'est pas un outil numérique de Tao, mais un outil analogue. C'était une machine mécanique. À l'époque, les ordinateurs n'étaient pas vraiment développés pour qu'ils puissent gérer bien les chaînes de caractères alphabétiques et pour qu'elles puissent traduire. Mais c'est la première invention qui s'approche de la traduction assistée par ordinateur. Cette machine, on sait qu'elle a existé parce que son inventeur a déposé la documentation de cette machine et il a obtenu un brevet d'invention pour cette machine. Elle a existé. Mais bien sûr, avec la guerre, la Deuxième Guerre mondiale et tous les problèmes de l'époque, la machine a disparu. Alors, on n'a pas vu l'objet, mais on sait que cette machine a existé. Pendant la période de la guerre froide, les outils de Tao commencent à se développer aux États-Unis à cause de la nécessité de traduire les messages militaires très vite. La rapidité était très importante à l'époque. Bien sûr, on ne sait rien des étapes et des outils qui étaient utilisés dans ce contexte. Ce qui est mentionné par la bibliographie de spécialité, c'est qu'en 1947, le terme Machine Translation est utilisé, et l'abréviation MT est utilisée pour la première fois par Warren Weaver. Bon, pourquoi Machine Translation? Nous avons déjà mentionné la distinction entre la Tao et la traduction automatique. Imaginez-vous que tout au début, avec l'invention des ordinateurs, les informaticiens, les programmateurs pensaient que les ordinateurs à l'époque étaient déjà assez intelligents pour traduire de manière automatique les langages naturels. Et ils ont commencé par la traduction automatique. La première tendance, la première ligne de développement et de recherche a été la traduction automatique. Bon, dans les années 60-70, on commence à comprendre que les ordinateurs ne peuvent pas traduire seuls. Et c'est à cette époque que l'idée de traduction assistée par ordinateur, telle comme on perçoit aujourd'hui cette idée, s'est imposée. Et les programmateurs, observant que les ordinateurs ne peuvent pas traduire tout seuls, ont considéré que, bon, ils ne peuvent pas traduire tout seuls, mais ils peuvent aider le traducteur. Et ils ont continué avec cette ligne de recherche. À présent, vous pouvez observer, ça c'est déjà très présent sur le marché du travail, la traduction automatique essaie de s'imposer de nouveau. Bien sûr, on a fait beaucoup d'avances dans les dernières 50 ans, mais il y a toujours des limites et des problèmes avec la traduction automatique, et les traducteurs spécialisés vont toujours être en première ligne parce que la traduction spécialisée est un domaine très difficile à gérer par les ordinateurs.
On continue avec l'évolution des outils de Tao. En 1969, on a un premier système informatique qui pouvait décoder les textes et les rapports en russe. Vous vous rappelez, c'était l'époque de la guerre froide et les outils qui étaient développés comportaient toujours l'anglais et le russe. Ce logiciel a été inventé par Peter Thomas et il s'appelait au début System Translation, tout court, Systran. Systran existe même aujourd'hui et cet outil, bien sûr, développé et recontextualisé dans la traduction automatique, est utilisé aujourd'hui par la Commission européenne. En 1980, on a un autre système qui est proposé, un système de traduction assistée, TSS, Translation Support System, mais qui était vraiment très cher, même pour les plus grandes compagnies. Le prix était trop grand. Le système, même s'il fonctionnait, n'a pas eu beaucoup de succès à cause de son prix. Il a été abandonné. En 1990, c'est le logiciel Trados qui est commercialisé. Son premier produit est dénommé Multiterme et ce n'est pas un logiciel de traduction assistée, mais un logiciel de gestion de la terminologie. Aujourd'hui, le même logiciel est connu sous le nom de S2L Multiterme et c'est un outil de gestion terminologique associé à S2L Trados. En 1992, on peut voir le lancement de la première version de Translators Workbench. C'est un outil créé toujours par la compagnie Trados. C'est un outil de gestion terminologique et qui est utilisé par la Commission européenne. C'est déjà l'époque où les outils de Tao commencent à se généraliser et plusieurs compagnies, plusieurs agences de traduction commencent à utiliser ces logiciels. En 1996, Trados commence à se développer en tant qu'outil de Tao. Jusqu'à présent, il propose seulement des outils de gestion terminologique. Et entre 1990 et 1910, se développent les plus importants logiciels de Tao. C'est une époque où on peut voir que plusieurs logiciels apparaissent. On va voir aussi une classification des logiciels et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus d'outils de Tao qu'on ne pense, mais il y a toujours un petit groupe d'outils qui est plus utilisé et il y a toujours des outils qui apparaissent ou des outils qui sont abandonnés. Après 2010, on commence à développer les logiciels de Tao en ligne sur les plateformes virtuelles ou en nuage. C'est la nouvelle tendance qui commence avec 2010. Et pour cela, je reviens pour faire un petit commentaire. Et à partir de 2010, vous pouvez trouver des versions en ligne. Par exemple, pour Trados, vous avez un portail en ligne. MemoQ a aussi un portail en ligne. Wordfast a une version gratuite. Et si vous préférez travailler avec une version en ligne du logiciel, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Le logiciel s'appelle Wordfast Anywhere. Il est très facile à utiliser. Il s'utilise tout comme Wordfast version bureau. Si vous savez comment utiliser le logiciel de bureau, vous pouvez vous adapter très vite à utiliser le logiciel en ligne. En plus, il a l'avantage
que c'est un outil gratuit. OK. Combien d'outils de Tao existent à présent? Beaucoup. Je vais vous présenter une petite liste. Ce sont les outils que vous pouvez trouver. Bien sûr, il y en a qui sont plus populaires, plus utilisés. Il y a d'autres qui sont moins connus. Il y a aussi des logiciels qui fonctionnent, mais qui n'ont pas été développés, n'ont pas été adaptés aux tendances d'aujourd'hui, qui n'ont pas toutes les fonctionnalités, et cela limite un peu le traducteur. En général, les plus importants, je vais vous mentionner quelques-uns. Par exemple, Déjà Vu X3. C'est un logiciel qui était vraiment très utilisé il y a 10 ans, par exemple, mais qui après n'a pas été ni très bien promu, je pense, ni très bien développé. Il a perdu en fait la course parce que c'était le premier concurrent de Trados. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. MemoQ, le deuxième sur le marché de la traduction aujourd'hui. MemSource, c'est un logiciel en ligne très connu en France, très utilisé. Dans d'autres pays, n'est pas si utilisé. Par exemple, en Espagne, il n'est pas si connu. Mais en France, il est assez utilisé. Multitrans est aussi assez connu. Omega T. Omega T, c'est un outil gratuit. Même, il y a des agences de traduction, des traducteurs qui utilisent en tant que professionnels ce logiciel qui est complètement gratuit. SmartCat, c'est un outil en ligne très, très bien développé. Il a une communauté de quelques 20 millions de traducteurs dans tout le monde et fonctionne comme un petit marché de traduction en ligne. Vous pouvez vous créer de manière gratuite un compte d'utilisateur et vous pouvez travailler si vous êtes un traducteur professionnel. S2L Trados, c'est le leader du marché depuis les années 90. Il n'a pas cessé d'être le plus développé des logiciels et c'est le premier logiciel demandé sur le marché du travail. Si vous allez à une entrevue d'embauche pour un travail de traducteur, S2L Trados sera parmi les questions qu'on va vous poser. Est-ce que vous savez utiliser Trados? Peut-être quelle version ou en quelles conditions vous pouvez travailler avec. Autre, WordFast Pro, j'ai mentionné, WordFast Anywhere. WordFast Classic, c'est déjà vieux, mais il existe. Ce sont les produits de WordFast en général. Mais WordFast Pro et WordFast Anywhere sont les plus recommandables. Ok, vous avez vu déjà qu'il y a beaucoup de logiciels de traduction assistés par ordinateur. Il y a d'autres qui apparaissent toujours, il y a d'autres qui sont abandonnés. Et à cause de cette richesse de logiciels, il faut avoir quelques classifications pour savoir quel type de logiciel et quelle classe de logiciel on a à présent dans la traduction assistée par ordinateur. Il y a plusieurs principes de classification des logiciels de Tao. En premier lieu, on parle de la modalité d'accès. On a des logiciels en ligne comme MemSource, WordFast Anywhere, SmartCat, MateCat. Et des logiciels de bureau, WordFast, WordFast Pro, S2L Trados, MemoQ, Omega T, déjà vu. Du point de vue de la distribution des logiciels, on a des logiciels gratuits, WordFast Anywhere, SmartCat, MateCat, Omega T, et des logiciels commerciaux, WordFast Pro, S2L Trados, MemoQ, déjà vu, ce sont des logiciels commerciaux. Selon le type d'utilisateur, on a des logiciels qui
sont orientés pour le grand public, pour les traducteurs amateurs aussi, comme WordFast Anywhere, SmartCat, MateCat. Et bien sûr, il y a des outils pour les professionnels très spécialisés, SDL Trados, MemoQ, OmegaT, Star Transit, WordFast Pro, Across, S2LX, déjà vu. S2LX, c'est une version antérieure de S2L Trados. Aujourd'hui, on a S2L Trados Studio. OK. Vous pouvez voir, il y a plusieurs éléments. Pourquoi cette classification? Si on est dans la situation de travailler en tant que traducteur professionnel avec un de ces outils, il faut savoir quelles sont les conditions de travail. Parce que si vous travaillez avec les logiciels en ligne, n'oubliez pas que les logiciels en ligne, en général, ne sont pas confidentiels. Si vous travaillez avec la traduction juridique, ce n'est pas recommandable de charger les fichiers du client qui contient peut-être des données personnelles sur le serveur d'un tiers. Alors, il est plutôt recommandable d'utiliser un logiciel de bureau qui est parfaitement confidentiel et que nous gérons en tant que propriétaire de l'ordinateur sur lequel nous avons installé le logiciel. C'est un exemple de modalité de se rapporter aux outils de Tao en fonction du type de travail qu'on réalise pour un certain client. Le traducteur professionnel peut choisir différents outils de Tao en fonction du travail qu'il doit faire. En tout cas, il est recommandable de connaître plus d'un outil de Tao. Les outils les plus importants sont WordFast Anywhere, et si cela vous intéresse, vous pouvez noter les liens. SmartCat, déjà vu, WordFast Pro 5, en tout cas pour WordFast Pro, pour MemoQ et pour S2L Trados, on va revenir sur les liens dans la présentation théorique de chacun des logiciels. Mais si un des logiciels de la liste vous intéresse, vous pouvez copier le lien et vous pouvez le télécharger. Attention, WordFast Anywhere, c'est gratuit, SmartCat, c'est gratuit, OmegaT est gratuit. Les autres ne sont pas gratuits. Déjà vu a une version démonstrative très limitée. Il faut acheter le logiciel et après on a 30 jours pour décider si on veut travailler avec ou non. C'est à cause de ça que Déjà Vu a perdu en popularité. Il n'a pas une version démonstrative, une vraie version démonstrative. Il faut acheter le logiciel et après on peut le tester pendant 30 jours. Les autres outils, WordFast Pro version 5 a une version démonstrative, MemoQ aussi, SDL Trados aussi. Et vous pouvez travailler, en général, quand on travaille en présentiel, on est dans la classe et on travaille sur les ordinateurs qui se trouvent dans le laboratoire informatique. Et en ces conditions, bien sûr, si on est en distanciel, on est obligé d'installer les versions démonstratives. Elles fonctionnent, il n'y a pas de problème, mais la durée de fonctionnement sera limitée. Sauf pour WordFast Pro qui n'a pas de limite. Voilà. Je vous ai dit déjà que les outils de Tao fonctionnent selon un même modèle. Même si leur structure, leur interface utilisateur, les fonctionnalités, les boutons sont différents. Bien sûr, chaque outil de Tao a une distribution différente et une organisation différente sur l'écran, mais la modalité de travail est la même. Et si vous suivez ce schéma conceptuel, vous pouvez être sûr de pouvoir utiliser tous les outils de Tao, même s'il s'agit des outils de Tao que vous n'avez jamais vus.
parce que tous les outils de Tao assistent le traducteur. Ils ont plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Il faut savoir quelles sont les étapes de travail qui sont à la base de tous les outils de Tao et savoir qu'est-ce qu'il faut faire et trouver les commandes. Ce n'est pas très difficile. Je vais vous décrire ces étapes et après vous allez voir pour chaque outil de Tao, je vais revenir à ce schéma pour démontrer bien sûr que ces étapes sont valides pour chacun des outils que je vais présenter dans les cours suivants. La première étape est considérée comme une étape de pré-traduction. On a 3 étapes, la pré-traduction, la traduction proprement dite et la post-traduction. Attention, la post-traduction, il ne faut pas la confondre avec la post-édition. La post-édition, c'est autre chose. Ici, nous avons 3 étapes très classiques de la théorie de la traduction. Pré-traduction, traduction, post-traduction. En général, dans l'étape de pré-traduction, on prépare les matériels pour pouvoir traduire. Tout comme un utilisateur humain, le logiciel doit préparer aussi quelques éléments. Quand on travaille avec les outils de Tao, nous avons toujours un projet de traduction. Vous ne pouvez pas travailler avec les outils de Tao en dehors d'un projet de traduction. Cela veut dire que si on commence la traduction, il faut créer tout d'abord un projet de traduction. Il faut établir la langue source, la langue cible, sans laquelle la traduction ne fonctionne pas. Il faut créer la mémoire de traduction et il faut créer un glossaire. Et si vous avez préparé tous ces éléments, vous pouvez passer à la deuxième étape, vous pouvez traduire. Si vous oubliez quelques éléments, bien sûr, il y a des gros risques que le projet de traduction ne fonctionne pas très bien et vous aurez des erreurs, des problèmes d'exportation du fichier final. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, alors faites attention à cette étape de préparation et après vous allez traduire sans problème. La deuxième étape, la traduction proprement dite, c'est l'étape où le traducteur traduit de manière séquentielle les unités de traduction. Et attention tout le monde, pendant la traduction, on ajoute aussi les termes dans les glossaires. En général, les utilisateurs qui n'ont jamais travaillé avec les outils de Tao hésitent à ajouter les termes. Et il y avait même des étudiants qui disaient « bon, je vais traduire et après je vais ajouter tous les termes dans le glossaire ». Non, n'oubliez pas, les termes dans un texte spécialisé sont répétitifs. Alors, si vous rencontrez pour la première fois un terme dans le texte, il faut l'ajouter dans le glossaire. Et après, si vous le retrouvez, si vous avez des récurrences terminologiques, le terme sera affiché directement sur l'écran et pour le traducteur, ça sera plus facile à traduire. Si vous avez passé de manière séquentielle par le texte et vous avez traduit toutes les unités de traduction, attention, il ne faut pas laisser des unités de traduction vides. En tout cas, le système vous notifie, vous annonce toujours vous n'avez pas traduit telle ou telle unité de traduction. Alors, on est informé si on n'a pas terminé la traduction, mais c'est important de terminer la traduction. La troisième étape, l'étape de post-traduction, consiste dans la révision, la relecture et, à différence des traducteurs humains, quand on travaille avec les outils de Tao, il faut générer les textes traduits. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que pendant la deuxième étape de traduction, nous avons sur l'écran 2 colonnes. À gauche, en général, le texte source et à droite, le texte cible. Et nous travaillons toujours avec un texte bilingue.
Bien sûr que pour le client n'est pas important ce texte bilingue qui est une version de travail pour le traducteur. Après avoir terminé, il faut avoir le texte cible, hein, sans le texte source. Il faut séparer les deux textes que nous avons utilisés pendant l'étape de traduction. La génération des textes traduits, vous allez voir, il y a plusieurs terminologies. Enregistrer les textes traduits, générer les textes traduits, télécharger les textes traduits, dépendant du logiciel. Mais l'opération est la même. Cela veut dire que les deux textes, source et cible, qu'on a utilisés pendant la deuxième étape, seront séparés et la version dans la langue cible sera enregistrée comme texte traduit. Attention, si vous ne générez pas les textes traduits, le projet de traduction n'est pas terminé. Pour l'évaluation, cela est très important. Il faut terminer les projets de traduction par la génération d'un texte traduit. Et bien sûr, dans un contexte professionnel, la toute dernière étape est la livraison des textes traduits au client. Si vous pouvez noter ces étapes et les apprendre, hein, vous allez voir que ce sont des éléments très importants qui peuvent nous aider beaucoup à travailler avec n'importe quel outil de Tao. Bon, à l'Université du Mans, j'enseigne 3 outils de Tao, mais il y a d'autres universités où j'enseigne 7 ou 8 outils de Tao. Et c'est la même chose pour tout le monde, c'est le même schéma conceptuel qui nous permet de suivre toutes les étapes. Comment apprendre à utiliser un outil de Tao? En général, en classe, dans les cours présentiels, c'est très simple. Si j'observe que quelques étudiants a des problèmes techniques ou si on ne comprend pas très bien comment utiliser l'outil, je peux assister directement les étudiants qui ont des problèmes. Mais en distanciel, je peux vous donner quelques conseils pour pouvoir apprendre à utiliser un outil de Tao parce que, bien sûr, c'est un autre type de travail en distanciel. Alors, ma recommandation est d'observer le type d'outil, s'il s'agit d'un outil en ligne ou de bureau, s'il est gratuit ou payant, et observer sa popularité sur le marché de la traduction. Bien sûr, si vous voulez travailler en tant que traducteur professionnel. Sinon, cela n'est pas nécessaire, bien sûr. Et toujours explorer les outils, avoir la curiosité de voir en dehors des commandes que je vais présenter, qu'est-ce que les autres commandes, parce qu'il y a beaucoup de commandes qu'on ne peut pas présenter à cause de la limite du cours. Mais ce que nous allons apprendre, ce sont les éléments essentiels. Explorez en tout cas les outils de Tao et vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il faut apprendre en vue de l'évaluation, mais aussi en tant que traducteur professionnel? Quand vous travaillez avec un outil de Tao, il faut apprendre à créer un projet de traduction. Sans cela, on ne peut pas travailler avec les outils de Tao. Créer une mémoire de traduction, c'est important parce que sinon, on travaille à l'ancienne, on n'enregistre aucune unité de traduction. Créer le glossaire pour gérer la terminologie et observer les formats des fichiers pour voir la compatibilité pour importation et exportation des mémoires de traduction et des textes, pourquoi pas. Aussi, explorer les barres d'outils de la surface de travail. Vous allez voir, je vais vous mentionner quelques commandes, mais il y a beaucoup plus de commandes qui peuvent vous aider à travailler. Et pendant la traduction, n'oubliez pas d'ajouter des termes dans le glossaire. Aussi, un élément important, je vais vous le montrer et je vais le commenter pendant la description des différents logiciels, la gestion des balises du texte à traduire. On va voir ce que balise signifie et comment gérer les balises parce que c'est un aspect important. Si vous faites attention à ces détails,
Et si vous gérez bien tous ces concepts, vous n'aurez aucun problème pour travailler avec les outils de Tarot. Et bien sûr, vous n'aurez aucun problème pour l'évaluation. En tout cas, s'il y a quelques problèmes, quelques aspects que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas de m'écrire par courriel et je vais vous répondre. Le plus simple est toujours d'envoyer des captures d'écran pour que je puisse comprendre mieux la situation de votre logiciel, l'état de la traduction que vous réalisez et pourquoi pas les notifications du système qui sont très importantes aussi. Alors, si vous avez quelques problèmes techniques et d'utilisation, n'hésitez pas de m'écrire. Bien sûr, j'ai mentionné déjà ce fait, un traducteur professionnel doit choisir très correctement un outil adéquat pour les projets de traduction qu'il fait. Il y a pour cela plusieurs aspects. Nous avons les outils en ligne, les outils de bureau et les outils professionnels. De ce point de vue, nous avons... je reviens et je fais un petit résumé. Les outils en ligne, en général, sont des outils d'accès gratuit. Mais même si, pour certaines situations, ces outils sont vraiment recommandables, si vous avez des traductions qui comportent les données personnelles des clients, des compagnies, des agences de traduction, il ne faut pas travailler en ligne. Petite parenthèse, il y a des clients, il y a des agences de traduction qui ont leur propre serveur. Si vous vous connectez au serveur d'une agence de traduction ou d'une compagnie, vous êtes dans un environnement sûr et protégé. Vous n'êtes pas sur n'importe quelle plateforme de libre accès sur Internet. Vous êtes dans un milieu protégé. Là, vous pouvez travailler, mais pas sur n'importe quelle plateforme en ligne. Les outils de bureau sont en général plus sûrs de ce point de vue, car les outils de bureau garantissent la confidentialité. Les outils professionnels sont aussi utilisés par les professionnels, mais n'oubliez pas que les outils professionnels présentent le grand désavantage que les coûts d'acquisition sont très, très élevés. Alors, il faut toujours gérer bien la situation pour ne pas acheter 3 ou 4 outils de tarot tout au début de la carrière d'un traducteur parce que ce n'est pas correct, ce n'est pas bien. On commence avec un outil dont on a besoin, mais n'oubliez pas qu'on peut travailler en certaines conditions sur les plateformes en ligne. Là, c'est gratuit, mais en certaines conditions. Les outils professionnels sont assez chers. Ils présentent l'avantage qu'ils sont vraiment très bien développés, très complexes et répondent aux nécessités des traducteurs professionnels. J'espère que je vous ai donné une idée de ce que la traduction assistée signifie. J'espère que les concepts que je vous ai mentionnés ont été clairement expliqués. Et après une petite pause, on va continuer avec le premier logiciel qui est WordFast Pro. Et bien sûr, après, vous allez continuer avec une activité pratique de traduction. Merci beaucoup de votre attention et on va continuer avec le cours suivant. Okay.